Bonjour à tous et merci d'être venus à cette heure si tardive pour m'entendre parler de tests. Je suis pas sûr que j'aurai eu votre courage, donc bravo à vous. Je me présente très rapidement. Moi, je m'appelle Benjamin Cavy. Dans la vie, je fais du dev à la Maïf. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on recrute. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est basé à Niort, donc je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde dans la salle. Mais n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes intéressé. Un autre truc qui peut être intéressant sur la Maïf, c'est qu'on édite des produits open source. Alors, à la base, c'est des produits qu'on a créés pour notre usage à nous. Et comme on est un peu dans le mutualisme, tout ça, on s'est dit que ça pourrait être sympa de les open sourcer et que ça puisse servir à d'autres. Alors, je ne vais pas vous faire la liste par le menu, mais on a donc Izanami, une brique de Future Flag un peu centralisée, Autoroshi, une API Gateway / Reverse Proxy que nous on édite et qui est proposée au déploiement en mode SaaS et tout pour une boîte qui s'appelle Cloudapim. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les regarder. Et plein d'autres projets autour de la data science et tout. Je vous ai mis le GitHub de la Maïf en bas des slides. Et comme ça, si vous ennuyez pendant la presse, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Ce ne sera pas perdu. Avant de commencer, petit point culture générale. Playwright en anglais, ça signifie dramaturgie. Alors moi, je suis pas très fort en anglais, donc je savais pas trop avant de préparer le talk. Et en fait, ça vient d'un mot grec que je vais évidemment pas me risquer à prononcer, mais qui signifie action. Et je me disais, il est 17h50, je suis un peu fatigué, je pense que vous aussi. On a eu plein de conftech toute la journée, peut-être des hands-on et tout. Et finalement, est-ce qu'on se prendrait pas une petite respiration un peu de toute cette tech et on parlerait pas un peu de dramaturgie? Alors vous inquiétez pas, j'ai imaginé un petit déroulé. On pourrait commencer par montrer comment Aristote a théorisé tout ça dans son ouvrage Les Poésies. Quelques termes techniques que je suis sûr que vous connaissez tous, mais un petit rappel, ça fait jamais de mal. Après, on s'intéressera un peu à l'évolution de la dramaturgie au travers des âges jusqu'à aujourd'hui, la transition avec la scénographie, etc. Puis je pensais, si on a un peu de temps, je peux peut-être prendre une ou deux personnes, on monte sur scène, on organise un petit truc. Je sais pas si ça vous irait comme programme alternatif ou pas? Ah, super. Bon, alors on attaque avec Aristote. Donc Aristote, non bon je déconne évidemment, je m'y connais pas spécialement en dramaturgie. Et donc on va parler de Playwright. Et alors Playwright, qu'est-ce que c'est? En gros c'est un outil qui va vous permettre de manipuler des navigateurs. Et en fait ça ouvre plein de use cases possibles. Alors ça peut servir pour faire du test, donc en fait vous pouvez tester à peu près n'importe quoi qui est accessible dans un navigateur, pour faire du test end-to-end, du test bouchonné, enfin tout ce que vous voulez. Et ça peut même servir à d'autres use cases, c'est un peu un couteau suisse, ça peut servir à automatiser certaines tâches, ça peut servir à vous balader sur le web et prendre des screenshots et tout. Moi, je m'en sers par exemple sur le projet où je travaille pour maintenir à jour les screenshots de la documentation. En gros, j'ai mes petits scripts Playwright qui vont se balader sur mon produit, qui mettent à jour les screenshots, etc., etc. Ça m'évite un travail assez laborieux. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la dimension test. Et en fait, pourquoi est-ce que Playwright, c'est un outil intéressant pour les tests? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme je vous le disais, ça permet de manipuler des navigateurs et ça permet de le faire vraiment très simplement en termes de syntaxe. J'espère vous en convaincre après. Et un autre truc intéressant, c'est que ça supporte tout un tas de navigateurs, ce qui vous permet de tester sur tous les navigateurs en même temps et de détecter des bugs qui apparaîtraient que dans Edge, du coup, ou des choses comme ça. Et ça, c'est un autre point assez positif. Moi, j'ai fait du test front-end depuis quelques temps déjà, j'ai testé pas mal de trucs. Et c'est vrai qu'au tout début, on faisait des trucs à base de JSDOM, où on monte en mémoire et tout. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ça. Mais ça apporte son lot de problématiques où les events ne sont pas dispatchés pareil, on ne voit jamais le vrai rendu. Et puis des fois, on est un peu obligé d'adapter son code pour ça et tout. Alors que là, on va directement voir notre appli dans le navigateur et on fait des trucs avec. Ok, bon, assez de blabla, je vais vous faire une petite démo de Playwright. Et donc, comme je vous le disais, on va s'en servir pour écrire des tests. Alors, pour écrire des tests, il nous faut une application à tester. Comme je suis très corporate, j'ai pris une application de la Maïf, une application open source, donc qui s'appelle Izanami. Alors, c'est une brique de gestion des feature flags centralisée. Je me dirais, on pourrait peut-être faire une petite entracte sur la gestion des feature flags. Non, bon, allez, je déconne, je vais pas vous le faire à chaque fois. Mais en gros, Izanami, c'est une application qui, tout ce que vous avez besoin de savoir pour cette conf, c'est qu'il y a des users et il y a des tenantes. Ça va pour tout le monde? Ok. Et en gros, c'est ces trucs-là qu'on va tester dans l'application. Alors, je vais d'abord tricher pour importer les trucs dont j'ai besoin. Est-ce que c'est assez gros pour les gens dans le fond de la salle? Non? Ok. Et là, c'est bon? Ouais, ok, impec. Et donc, je vais écrire un premier test Playwright. Donc, un test Playwright, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction. On lui file un nom. Donc là, je vais juste appeler login. On va rester simple. Et en fait, dedans, on a une fonction à exécuter. Et il nous file un objet page. Et en fait, page, ça représente en fait l'onglet du navigateur. Et du coup, on peut faire des trucs avec le navigateur directement de là. Donc là, par exemple, je vais lui dire de naviguer vers le port où est démarrée mon application en local. Il faut que je mette un await d'ailleurs. Et ensuite, une fois que je suis sur la page, je vais venir dire, là, il y a des champs de saisie. Il y a notamment un champ de saisie qui s'appelle username, et dedans, je vais mettre le username qui est associé à cette démo. Et bon, évidemment, c'est une mire de login, alors vous vous doutez de ce qui vient. Je sélectionne également le champ qui s'appelle password.
Je suis un peu embêté, je vais devoir taper mon mot de passe. Fermez les yeux, je vous dis quand vous pouvez les rouvrir. Ok, c'est bon, j'ai tapé mon mot de passe, vous pouvez rouvrir les yeux. Et donc là, j'ai rempli mon champ username et mon champ password. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon bouton de login. Donc, je vais chercher un truc qui a un button. Je reviens un peu plus sur tous ces sélecteurs après, et qui s'appelle login, et je vais vouloir cliquer dessus. Donc là, j'ai passé mon écran de login. Et maintenant, je vais quand même vérifier que mon test a bien marché et que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Et donc, comme c'est un truc de test, on peut faire des expects. Donc, je vais dire que normalement, si ça a bien marché, je suis plus sur ma page de login, je suis sur ma page home. Et je vais faire un deuxième expect pour être ceinture et bretelle. Hop là. Et je vais dire que je m'attends à trouver un petit message qui me dit Welcome to Izanami, parce que je sais que ça, c'est un truc qui est sur ma page d'accueil. Et je vais dire que je m'attends juste à ce qu'il y ait ça qui soit visible quelque part sur la page. Donc voilà un peu l'anatomie d'un test Playwright. Et on peut déjà observer plusieurs choses. Le premier truc, si vous êtes un peu observateur, c'est qu'il y a des await de partout. Parce qu'en fait, Playwright, il utilise beaucoup de promises. Donc c'est vraiment des promises JavaScript. C'est un des trucs qui est cool avec Playwright, c'est que c'est vraiment du JavaScript très basique. Du coup, si vous connaissez un peu JavaScript, vous en sortirez sans problème. Et le fait que ce soit des promises, ça a deux intérêts. Le premier, c'est que vous pouvez utiliser toutes les méthodes de manipulation de promises pour faire des promises all, des promises race ou ce genre de trucs. Et pourquoi est-ce que ça a besoin d'être des promises? Parce que Playwright a une feature qui est particulièrement cool et qui s'appelle l'auto-wait. Alors l'auto-wait, qu'est-ce que c'est? Là, par exemple, je vais sur localhost 3000. Sauf que mon appli, elle va détecter que j'ai pas de cookies et en réalité, elle va me rediriger vers localhost/login. Donc il va se passer un peu de temps. Et ça fait que si ce bout de code-là, il s'exécutait aussitôt après, en fait, il passerait pas. Parce que je suis encore en train d'être redirigé, ma page n'a pas chargé, etc., etc. Et en fait, c'est là que l'auto-wait est cool. C'est que Playwright, il va regarder est-ce qu'il y a un champ username sur la page? Et s'il n'y est pas, c'est pas grave. Il va juste réessayer un peu plus tard. Et il va réessayer comme ça pour chaque étape jusqu'à X secondes, X étant paramétrable. Et du coup, c'est vraiment sympa parce que ça évite de se taper du code où on dit va sur telle page, attends 5 secondes, sélectionne tel champ, fais tel truc, attends encore 5 secondes, etc., etc. Là, Playwright le gère pour vous et ça fait qu'on peut garder des tests qui sont relativement simples et relativement compréhensibles. Un deuxième truc qu'on peut voir, c'est que pour les sélecteurs, j'utilise ces trucs-là, la getByLabel, getByRole. Si vous avez fait un peu de test front, vous avez potentiellement croisé d'autres types de sélecteurs. En gros, il y a 3 grandes stratégies quand on veut sélectionner un élément. On peut se baser sur le tag name, les class names, tout ça, en disant je veux ma div qui est la classe item list, etc. Donc ça, c'est une manière de faire. Le problème de cette manière-là, c'est que c'est pas hyper résistant. Parce qu'en fait, le DOM ou vos class names, ils ont tendance à changer un peu tout le temps. Et ça se pète hyper facilement. Et en fait, on passe facilement du temps à corriger tout le temps nos tests, alors que finalement, notre application, elle n'a jamais arrêté de fonctionner. Ça, c'est un peu pénible quand on fait des tests. Le deuxième truc, c'est de se baser sur des ID ou des data test ID. Donc ça, c'est une approche qui marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que ça peut être un peu pénible de maintenir ces ID, de les mettre partout. En plus, des fois, avec des librairies de composants et tout, on a du mal à mettre l'ID sur le bon input qui est nested dans notre composant, etc. Donc ça a aussi des inconvénients. Et enfin, il y a cette approche-là, qui est une approche qui est également utilisée par une lib de test front-end qui s'appelle Testing Library, que vous connaissez peut-être. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser l'arbre d'accessibilité. Donc en fait, là, quand je fais getByLabel, alors il va me trouver un champ avec un tag label qui vaut username, ça, il n'y aura pas de souci. Mais s'il n'y a pas de label et que j'ai plutôt un aria label de mis sur mon champ, en fait, ça va marcher pareil. Il va le trouver quand même parce qu'il se base vraiment sur l'arbre d'accessibilité pour sélectionner vos éléments. Et de la même manière, dans le getByRole button, mon tag, ça peut être un button avec marqué login dedans. Ça peut également être une div avec un role button et peut-être une icône en plus si elle est en aria hidden, il n'y a pas de souci, il va la trouver quand même. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est que déjà, ça vous donne une toute petite première couche d'accessibilité. Alors, c'est loin d'être suffisant, évidemment, mais d'une manière générale, si vous n'arrivez pas à cliquer sur un bouton avec ces sélecteurs-là, c'est que vous avez potentiellement un gros problème d'accessibilité. Et le deuxième truc, c'est que c'est finalement assez résilient. Parce qu'en fait, même si vous changez tout votre framework de composants graphiques, que vos buttons, ça devient des spans ou inversement, tant que votre truc il a un role button et le texte login dedans, en fait, mon test, il va le trouver et il va continuer de fonctionner. Donc c'est vraiment un truc qui est assez intéressant en termes d'usage. Bon, je parle, mais je n'ai pas encore lancé un seul test. Je vais le faire en utilisant l'intégration VS Code parce qu'elle marche bien. Et donc là, vous voyez, je sélectionne les navigateurs que je veux lancer, donc j'en ai 3, et je vais lui dire de lancer mon test dans les 3 navigateurs. Donc là, vous allez voir s'ouvrir, donc ça c'est Chromium, ça c'est Firefox, et ça c'est WebKit. Alors c'est pas Safari parce que je sais plus trop pourquoi ils peuvent pas l'utiliser, mais en tout cas ils ont pris WebKit, ils ont mis ça dans un navigateur à eux, et ça marche aussi très bien pour le test. Et donc là, vous voyez, on a le petit test Welcome to Izanami, on est bien connecté à chaque fois, donc mon premier test marche bien.
Ouf. Ok, je vais vous montrer une autre manière d'écrire les tests qui est un peu plus efficace, parce que là, alors ça marche bien d'aller ouvrir l'arc d'accessibilité pour voir quels composants on veut sélectionner, etc. Il n'y a pas de souci, mais ça peut vite être un peu laborieux. Et je vais vous montrer une autre manière de faire qui peut accélérer considérablement la rédaction de vos tests. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégager ça. Tant que j'y pense, je vais d'ailleurs aller dégager de la configuration parce que, hop, comme on n'a que 30 minutes, on va faire que sur Chrome pour la suite de cette démo, mais ça marche pareil dans les autres navigateurs, il n'y a pas de souci. Et je vais relancer mon test. Donc là, mon test de login, il m'a logué, c'est cool, et il a laissé le navigateur ouvert, parce que j'ai demandé à VS Code de laisser le navigateur ouvert. Vous n'êtes même pas obligé d'afficher le navigateur quand vous lancez les tests, là c'est vraiment moi qui lui ai demandé. Mais là, je vais utiliser un truc qui est trop bien dans VS Code, et c'est possible de le faire juste avec du Playwright sans VS Code. Je vais lui dire record at cursor. Et donc là, il me réaffiche le navigateur, mais maintenant, il y a des rectangles rouges. Incroyable. Et en plus de m'afficher des rectangles rouges, quand je fais des trucs, vous voyez, il m'affiche des petits sélecteurs dessus, etc. Et ben, derrière, il est en train de me générer le code qui correspond à ce que je suis en train de faire dans le navigateur. Donc ça s'appelle le code gen. C'est en fait un espèce de keylogger, mais à l'échelle de tout votre navigateur. Et du coup, c'est vraiment hyper puissant parce que ça vous permet de prototyper des tests vachement rapidement. Donc par exemple, je vais créer un utilisateur. Bon là, vous inquiétez pas, c'est du boilerplate Izanami. Alors, Izanami, quand j'ai pas de mailer de configurer, il me donne une URL d'invitation que je peux envoyer à l'utilisateur. Je vais faire comme si j'étais l'utilisateur en question. Et du coup, là, il faut que je crée mon compte. Je vais dire que je m'appelle Devox. Que mon mot de passe, c'est ça. Voilà. Je crée mon user. Et donc là, j'arrive sur la fenêtre de login. Et vous voyez, on voit les lignes de code qui défilent derrière. Et pour compléter mon test, je vais vérifier que j'arrive bien à me connecter avec ce nouvel utilisateur. Donc là, ça a l'air de marcher. Et en fait, dans ce mode-là, en plus de faire des trucs, on peut aussi vérifier des trucs. Alors, avec la petite icône d'œil en haut, bon, je ne sais pas si c'est très visible, mais ici, il y a un petit œil. Et je vais dire, je m'attends à ce que quelque part sur l'UI, il y ait un truc avec le name Devox, qui est le nom du compte que je viens de créer. Hop, donc là, je clique et c'est bon, il m'a fait mon assert, enfin mon expect. Je peux arrêter l'enregistrement et on va aller regarder la tartine de code qui m'a généré. Donc, au début, ça se passait plutôt bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il m'a généré les trucs avec les bons sélecteurs, etc., etc. Et après, là, il a un peu pété un câble. Ça, c'est au moment où j'ai ouvert un nouvel onglet. En fait, il a bien détecté qu'il y avait un nouvel objet page qui se baladait, mais dans le recorder, il ne sait pas encore comprendre comment est-ce que j'ai ouvert la page. Donc ça, c'est pas grave. Je vais lui dire, en fait, la page, c'est dans le contexte, c'est-à-dire dans la fenêtre de mon navigateur, un nouvel onglet. Donc ça, il n'y a pas de souci. Un deuxième problème ici, c'est que le token, il me l'a hardcodé. Bon, ça, vous voyez le problème. Le token de création d'utilisateur, j'envoie pas le même tout le temps pour des raisons de sécurité un peu évidentes. Et du coup, ce qui fait que mon test, c'est pas du tout reproductible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'input où j'ai copié-collé mon token ici, et je vais juste venir récupérer dynamiquement la valeur, hop, via un petit truc qui dit que je récupère l'input value. Donc ça, c'est quand j'ai copié-collé le truc, on s'en fiche. L'URL, je vais la mettre à la place de cette URL hardcodée. Je vais faire, mais ça nous fera un peu plus de place pour respirer. Tac. Le terminal, j'ose pas le fermer, je sais pas tout à fait comment le rouvrir dans VS Code. OK. Et là, il m'a généré un peu de pollution, c'est-à-dire que Playwright, il sait pas tout à fait ce qui est important de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que moi, j'ai cliqué dans les champs parce que je voulais qu'ils aient le focus pour taper des trucs dedans. Mais lui, il se dit, dans le doute, je recorde l'événement de clic, je recorde les événements de tabulation aussi derrière parce que je sais pas exactement ce qui sert à quelque chose ou pas. Donc, en général, quand vous faites ça, il y a un petit travail de nettoyage à faire, où on retire du coup tous ces trucs un peu indésirables de clics, de tabulation, etc. Donc là, on est dans le moment où j'ai fini de renseigner les infos de mon user avec mon username et mon password. J'ai cliqué sur Create User. Alors ici, il y a un petit truc à faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce moment-là, Izanami m'a renvoyé vers la page de login pour que je puisse me connecter avec mon nouvel utilisateur. Et en fait, il faut que je fasse quelque chose pour attendre d'être sur la page de login. Parce que sinon, là, je lui ai dit de trouver un champ username qui s'appelle pratiquement pareil que le champ username étoile qui est au-dessus. Et en fait, Playwright, par défaut, il est un peu YOLO sur les sélecteurs. C'est-à-dire, j'ai username étoile, je vais l'utiliser. Et du coup, ce qui va se passer si je laisse mon code comme ça, c'est qu'il va venir remodifier mon champ de création de user avant que je navigue vers une autre page. Bon, ça, c'est pas ouf, mais ça va un peu péter mon test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ça. Je vais lui dire que je vais attendre que ma page, elle ait l'URL qui m'intéresse. Et l'URL qui m'intéresse, je vais dire que je veux attendre d'être sur la page de login. Et vous avez vu, tout à l'heure, je mettais localhost 3000. Là, j'ai plus besoin que de mettre juste /login parce qu'en fait, dans la configuration de Playwright, je lui ai dit que mon URL de base, c'était localhost 3000. Et du coup, je peux rendre mes tests un peu plus résilients comme ça si jamais je change le port. J'aurai juste un endroit à changer plutôt que tous.
Donc là, j'attends d'être revenu sur ma page de login. Encore une fois, je dégage les clics, je dégage les tabulations. Je me login et normalement, à un moment donné, il y aura un truc Devoxx qui sera visible. Ok, j'ai encore 2 trucs à faire pour que ça marche. Je vais juste mettre ça pour être ceinture et bretelle et être sûr que je suis au bon endroit. Et le problème, c'est que là, mon test, si vous vous souvenez, quand je l'ai démarré, j'étais déjà connecté. J'ai réutilisé la fenêtre de mon test d'avant qui s'est connecté. Mais bah, du coup, évidemment, si je le lance maintenant, ça va merder parce que je vais arriver sur la page de login et je ne me connecte pas. Donc ce que je vais faire, c'est que mon petit test avant qui testait la connexion, je vais un peu le changer. Je vais dire maintenant, tu n'es plus un test, tu es un before each. Et comme ça, avant chaque autre test, je vais exécuter la connexion. Vous avez raison de penser ce que vous pensez, c'est pas du tout optimal parce que ça veut dire qu'avant chaque test, bah en fait, je vais devoir aller sur la page de login, trouver le premier champ, saisir dedans, etc. Il y a des manières pour se loguer qu'une fois et garder le cookie, mais c'est pas le plus intéressant, donc je vous montre pas tout de suite. Enfin, je n'aurai peut-être pas le temps de le voir. Ok, donc là j'ai mon test qui marche. Enfin, je vous dis que ça marche, on va vérifier ça tout de suite. Je vous montre en passant une autre manière de lancer les tests qui est via une UI qui est vachement sympa. Alors je vais la passer en l'item et je vais grossir un peu la taille, voilà. Donc là, vous voyez, à gauche, j'ai tous les tests qui sont détectés dans mon projet. Donc là, le Invitation Flow que j'ai créé. Et je vais le lancer. Et donc, en fait, vous voyez, là, il y a les petits écrans qui défilent en haut et tout. On voit mon ordinateur travailler tout seul. Personnellement, je pourrais regarder ça toute la journée. Là, on a les étapes de code et tout ici. Et en fait, je vous spoil un peu, mais le test ne va pas marcher. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher ? Et ben là où on a de la chance, c'est que cet outil-là, il a plein d'utilitaires pour essayer de comprendre ce qui s'est mal passé, et notamment un onglet network qui ressemble assez aux onglets network de mon navigateur, et où on peut voir tous les appels qui ont été faits dans le test. Et on voit que par exemple, l'appel qui crée l'invitation, il a renvoyé une 400. Je ne suis pas expert en code HTTP, mais je crois que c'est pas bien normal. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que le devoxx.mail.fr, il est déjà utilisé par un autre utilisateur. Parce qu'en fait, quand j'étais dans mon CodeGen, je l'ai créé le compte. Enfin, même si c'était pour générer un test, c'était quand même un vrai Izanami derrière. Et j'ai vraiment créé ce compte-là. Donc bon, là, vous voyez le truc venir. Pour que ça fonctionne, je vais faire dans mon before each l'appel d'une petite fonction cleanup. Et dans ma fonction cleanup, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'importe un driver Postgre pour Node et je vais nettoyer la base de données de mon Izanami. Alors, je pourrais redémarrer le conteneur, tout ça, mais ça serait un peu plus lent. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en fait, le code que vous exécutez dans vos tests Playwright, ça a beau manipuler un navigateur, c'est pas dans le contexte du navigateur, c'est vraiment du Node. Ce qui fait que vous pouvez tirer n'importe quelle librairie de Node et faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez même faire des appels HTTP vers des sources externes sans avoir de problème de cores et tout. Vous n'êtes vraiment pas dans le navigateur, vous êtes directement dans Node, donc c'est vraiment très puissant. Donc là, j'ai rajouté ma petite fonction de nettoyage, et là, normalement, c'est censé marcher. Hop. Donc là, vous voyez, il se passe des trucs. Il m'a même, là, dans la timeline en haut, je ne sais pas si on voit bien, mais il m'a ouvert une deuxième ligne pour la deuxième page. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, ça n'a pas marché. Je crois que je sais, j'ai fait exactement la même erreur qu'à chaque fois que je répète ce truc. Ici, j'ai mis page à la place de page 1. Du coup, je faisais le mauvais expect. Vous auriez pu me le dire. Ok, donc là, je relance mon test. Et là, voilà, donc là, ça a fonctionné. Et un autre truc qui est sympa avec cette UI, là, vous voyez, à droite, j'ai un espèce de thumbnail, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de ma fenêtre à ce moment-là, et je peux débrancher dessus et la mettre en plein écran. Et là, en fait, c'est pas juste une image, c'est vraiment un snapshot HTML de mon appli avec toutes les règles HTML, CSS et tout. Donc, je peux me balader dedans, aller voir l'acte d'accessibilité, etc. Enfin, c'est super pratique pour trouver des bons sélecteurs à un moment donné. Ok. Un autre truc sympa qu'on peut faire avec Playwright, comme avec beaucoup d'autres outils de test, c'est les bouchons. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, les bouchons, il y a 2 usages, et on va voir les deux. Le premier, ça va être de dire je veux bouchonner un truc bien spécifique pour, par exemple, tester que mon application se comporte bien s'il y a des erreurs. Ou pour essayer de tester des cas qui sont impossibles à avoir en vrai actuellement, mais que je vais avoir plus tard, ou des choses comme ça. Donc, des bouchons vraiment un peu cousu main spécifiques. Et donc là, c'est ce que je fais. Je déclare que quand je vais appeler l'endpoint qui est décrit au-dessus, là, je vais bouchonner le résultat et je vais dire, tu vas me retourner un truc au format JSON. Alors, je vais quand même mettre un message que mon front peut comprendre, un format que mon front peut comprendre, sinon ça va pas être drôle. Et je vais mettre un petit status code de 500. Donc là, j'ai bouchonné cet endpoint-là en disant, quand tu es appelé, renvoie directement ça sans te soucier du reste. On a d'autres possibilités. Je pourrais laisser filer l'appel et modifier le résultat. Enfin, encore une fois, c'est hyper flexible. Et maintenant, je vais aller sur une page où je sais que ce truc-là est appelé. Et je vais dire, du coup, là, comme je sais que tu as une erreur, je vais m'attendre à ce que le message de l'erreur il soit bien affiché. Donc, c'est-à-dire, ce message-là, si je ne fais pas de faute de frappe,
hop, il doit bien être visible quelque part sur la page. Hop là. Donc là, vous voyez, comme j'ai laissé mon UI tourner, mes tests ils se mettent à jour dedans au fur et à mesure, donc je peux directement lancer mon nouveau test. Et là, vous voyez, ça fonctionne. J'ai la petite coche verte ici. On voit bien ici que j'ai un petit message d'une esthétique douteuse qui dit coucou Devox en haut. Donc ça marche bien. Ok, donc ça c'est un cas de bouchonnage, mais c'est pas forcément le cas le plus intéressant. En réalité, le cas le plus intéressant pour les bouchons, c'est vraiment si vous interrogez un back-end par exemple qui appelle des API externes et tout, typiquement vous allez vouloir bouchonner ça pour votre CI pour que dans votre CI vous ne dépendiez pas d'appels à l'extérieur. En général, on n'aime pas trop. Et du coup, pour faire ça, vous avez plusieurs techniques. Soit vous faites vos bouchons à la main et vous les maintenez à la main, et ceux qui ont déjà fait ça savent que c'est un peu une galère. Et en plus, le risque de ça, c'est que des fois, vous oubliez un peu de mettre à jour vos bouchons et vous vous retrouvez avec des bouchons qui ne correspondent plus à ce que l'API d'en face vous renvoie parce qu'ils ont changé leur contrat d'interface, de comportement ou quoi. Et en fait, en arrivant en prod, on se rend compte qu'on a testé des trucs qui n'étaient plus du tout la réalité. Ça, c'est un peu relou. Et une autre approche qu'on peut faire, c'est de faire du record and replay et de dire, en fait, mes bouchons, je vais les générer et les régénérer super souvent et les versionner à chaque fois que je les régénère. Et en fait, comme ça, la CI, elle va pouvoir s'appuyer sur les derniers bouchons pour ses tests et on a plus de chances d'avoir des bouchons à jour. Okay, donc là, c'est ça qu'on va mettre en place. Je vais faire en sorte que mon front-end Dynamics, tous ces appels au back-end, ils soient bouchonnés. Donc on va vraiment tester notre front en isolation pour vérifier qu'il se comporte bien. Et puis comme ça donnera un truc qui peut tourner dans la CI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, on va pas du tout récupérer ça, on va récupérer la page de contexte de navigation et on va lui dire route from HCR. J'espère que je l'ai bien dit. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire je veux que mes échanges HTTP, tu les sauvegardes dans ce dossier-là et dans des fichiers qui ont un nom qui correspond au titre de mon test. Donc le title, c'est le nom du test. Et comme ça, j'aurai un fichier de bouchon par test, ça va éviter qu'ils s'écrasent les uns les autres. Alors, HAR, ou HAR, je vais peut-être le dire comme ça parce que je sens que je ne vais pas le tenir, l'autre, c'est le format de stockage de la HTTP archive. Donc c'est vraiment un format de stockage qui est fait pour stocker des échanges HTTP. Et en deuxième paramètre, ça prend un truc qui dit est-ce qu'on veut update les bouchons? Alors, je vais directement prévoir le coup et lui dire si on n'est pas dans la CI, je veux que tu mettes à jour mes bouchons. Et on peut aussi spécifier uniquement certaines URL à bouchonner. Si vous ne faites pas ça, tout va être bouchonné, c'est-à-dire y compris l'envoi de vos fichiers HTML et JavaScript, c'est-à-dire que votre front-end lui-même va être bouchonné et du coup vous testez vos bouchons. On perd un peu l'intérêt de l'histoire. Donc là, moi je sais que tous les appels de mon back-end, ils ont un /API qui se battent quelque part au milieu. Donc pour ce cas-là, ce sera très bien. Je vais réexécuter mes tests. Et là, je vais vous montrer dans l'explorateur de fichiers VS Code. Il va du coup faire les vrais appels, parce qu'on n'est pas dans la CI, et il va stocker le résultat dans un dossier HRs. Jusqu'ici, je m'en sors. Donc là, on a un truc qui s'appelle Invitation Flow, parce que j'ai un test qui s'appelle Invitation Flow. Et par exemple, ça, c'est l'appel qui avait pété tout à l'heure là sur la création de l'invitation. Et donc là, vous avez tout plein d'infos, parce qu'en plus, c'est human readable, ce qui est quand même assez sympa. Donc vous avez tous les headers. Le body, il est stocké dans un fichier qui est à côté, qui est celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc vous avez les bodies de requêtes et de réponses qui sont stockés à côté, etc. Donc c'est un truc qui est vraiment pas mal. Et donc maintenant, ce que je peux faire pour rigoler, hop là. Enfin, j'espère qu'on va rigoler parce que sinon c'est que ça va pas marcher. Je vais dégommer mon instance Dynamics. Ok. Là, vous voyez, si je rafraîchis mon front-end tourne toujours parce que je l'ai démarré à côté, mais il dit il y a un petit truc qui va pas trop avec le back-end. Et c'est normal puisque je l'ai arrêté. Et donc maintenant, ce que je peux faire, alors je vais couper ça. Et je vais venir lui dire tu m'exécutes les tests avec le paramètre CI qui vaut true. Donc ça, c'est une autre manière d'exécuter des tests où on l'exécute en ligne de commande. C'est ce qu'on fait dans les CI en général. Et donc là, vous voyez, mes deux tests sont passés parce qu'en fait, même si mon back était plus là, il s'est appuyé sur les bouchons pour rejouer le trafic réseau. Je vous prouve que c'est pas du chiquet. Je supprime le paramètre CI à true. Et là, vous allez voir, ça va aller très vite. Il m'ouvre carrément une petite fenêtre dans mon navigateur pour me dire qu'il y a eu un souci avec mes deux tests. Et si j'ouvre, c'est carrément la phase de before each où il n'a pas réussi à se connecter. Donc les deux tests sont complètement par terre. Ok, donc voilà pour la partie bouchon. Je redémarre mon instance Dynamics. Je vais me redémarrer mon UI tant que j'y pense. Voilà, je vais la remettre en light theme. Zoomer un peu. Hop là. Je vais vous montrer un autre truc que j'aime bien avec Playwright. Enfin, j'aime tout bien avec Playwright, mais il y a des trucs que j'aime plus que d'autres. On peut faire des tests de régression visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée des tests de régression visuelle?
c'est une manière un peu à pas cher de faire des tests où on prend un screenshot de toute une page ou juste d'une partie de la page et on se dit bah ça c'est pas trop censé bouger et du coup si ça bouge de plus de X pixels ou de X%, bah, c'est qu'il y a un truc qui a merdé et du coup bah, je veux le voir et je veux valider le changement ou pas. Il y en a qui ont fait du snapshot testing avec React ou pas? Ouais, bah, c'est un peu la même idée, mais plutôt que de stocker du markup un peu illisible, bah, ça vous stocke vraiment la capture d'écran. Ce qui fait que si votre markup change mais que votre truc garde la même tête, bah, en fait votre test va continuer de passer. Ok, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une page qui n'est pas trop censée changer. Admettons ma page de login. Alors je ne sais pas trop pourquoi est-ce que... Ah, parce que je suis en train d'écrire mon test dans mon fichier de setup. C'est pour ça qu'il n'est pas très content. Hop là. Je vais diminuer ça, je vais fermer ça pour gagner de la place. Donc je vais aller sur ma page de login, et en fait, ça va être assez simple. Je vais dire expect my page to have a screenshot, qui, comme son nom ne l'indique pas forcément, va non seulement prendre un screenshot, mais aussi faire une assertion comme quoi le screenshot n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Je vais juste faire une petite manip, sinon on risque d'être un peu embêté un peu plus tard. Parce que je vais juste mettre ma souris dans un endroit de l'écran et pas nous embêter, parce que sinon, elle peut être là où le dernier test a laissé, elle va donner le focus à un bouton, ce qui va changer mon screenshot d'une fois sur l'autre. Ça va être chiant, donc je la mets en haut à gauche, comme ça, c'est réglé. J'exécute mon test, du coup, et spoiler alert, ça ne va pas marcher. Il me dit, bah, j'ai pas trouvé de screenshot, et par contre, la bonne nouvelle, c'est que je t'en ai créé un. Et donc, du coup, maintenant, j'en ai un, donc si je réexécute mon test, bah, du coup, vous voyez, ça marche, il n'y a pas de souci, il a bien retrouvé le screenshot. Il me l'a généré dans les sources, alors je peux vous montrer. Tac. Il est ici. Voilà la belle image qu'il m'a prise. Donc ça, c'est cool. Et ce que je vais faire quand même pour vous montrer un peu ce que ça donne quand ça ne marche pas, c'est que j'ai exécuté un petit script qui a changé un truc sur ma page de login. Alors, je cache ça, sinon ça va gâcher la surprise. Donc là, je réexécute mon test. Et là, vous voyez, il me dit, bah, là, tu as une erreur, il y a X pixels et tel ratio de l'image qui ont changé. Et on a même une petite UI. Alors là, on ne voit pas trop ce qui a changé. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il met du rouge là où ça a bougé. Alors sur cette vue-là, c'est un peu plus lisible. On voit que j'ai remplacé l'image d'accueil des amis. Et on a même ma petite killer feature personnelle. On peut faire un slider du avant-après. Moi, je pourrais passer des heures à jouer juste avec ça. Ok, je vais remettre la même image qu'avant. Hop. Un autre truc où ça peut être sympa de faire de la non-régression, c'est sur l'accessibilité. Alors plus tôt le qu'avance, plus j'ai la flemme d'écrire les mots en entier. On va prendre la même idée, on va aller sur notre page de login et on va vérifier que ça marche bien niveau accessibilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un new Axe Builder. Donc Axe, c'est une librairie qui permet de faire des checks automatisés d'accessibilité et qui a une très bonne intégration Playwright. Là, je lui file directement un objet page de Playwright et en gros, il va m'analyser la page courante. Et bah, après, tout ce que j'ai à faire, c'est dire bah, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop de violation des règles d'accessibilité dans mon test. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Rest.violation. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de parenthèse. Ouais. Hop. Donc je vais dire que je m'attends même carrément à ce que ce soit vide. Soyons ambitieux. Donc j'exécute mon test. Ça va encore pas marcher, je montre que des tests qui marchent pas, c'est pas très vendeur. Mais en gros, ce qu'il me dit, c'est bah, attention, il n'y a pas de titre de niveau H1 dans ta page. Okay, ce qui est vrai. Il n'y a pas de titre de niveau H1 sur ma page de login. Alors, je pourrais dire que j'ai laissé juste pour la presse pour que ça fasse vraiment, mais en vrai, il faut que je m'en occupe. Et donc, ce qui est sympa, c'est que alors les normes qui sont derrière ça, c'est les normes d'accessibilité, tout ce qui est WCAG ou d'autres normes comme ça, donc c'est quand même des trucs qui sont assez éprouvés. Alors évidemment, ça vérifie pas tout, ça vous dispensera jamais de faire des audits d'accessibilité vraiment pour de vrai, mais ça check déjà quand même pas mal de trucs qui sont automatisables. Donc là, vous avez plusieurs solutions, vous pouvez régler le problème, ou vous pouvez lui dire, bon, cette règle-là, j'ai bien compris qu'elle était là, mais bon, pour l'instant, ça m'arrange pas de masse, donc on va la désactiver. En attendant que le ticket Jira arrive dans la colonne to do, etc., etc. Enfin, vous connaissez la chanson. Et donc, du coup, là, mon test passe parce que, à part ce problème-là, je n'avais pas d'autres problèmes sur ma page. Donc ça, je trouve ça assez sympa, vraiment pour l'aspect non-régression. Quand vous avez fini de bien peaufiner l'accessibilité d'une page et tout, vous mettez ce test en place dessus, ça prend 4 lignes et ça va vérifier que votre truc il reste à peu près correct dans le temps. Ok, je vois que j'ai presque plus de temps. Hop là. Quelques autres trucs que j'ai pas le temps de vous montrer mais qui sont cool. Il y a plein d'autres langages et ils sont tous supportés par le CodeGen, donc l'expérience de dev que je vous ai montrée, vous pouvez la dupliquer dans tous ces langages-là. Ça c'est cool. Je vous en ai déjà parlé mais ça peut s'utiliser pour faire autre chose que des tests, où vous avez vraiment une librairie sans les asserts, les tests, etc.
Ça peut faire plein de trucs rigolos avec votre navigateur. Et quand vous commencez à avoir du bazar, les Page Object Models, c'est très bien. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me laisser du feedback. Merci beaucoup.